Comme dans un projet d'application, quand on fait construire sa maison, il faut faire appel à un architecte. Il faut poser les fondations, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre essayent tant bien que mal de communiquer, et bien sûr, la livraison aura du retard suite à un dépassement causé par un élément inconnu lors de la rédaction du cahier des charges. Et comme dans le BTP, dans un projet d'application, il faut parfois prévoir des rénovations énergétiques. Mais alors, comment faire de l'éco-conception quand la conception a déjà eu lieu? Faut-il juste tout jeter pour tout recommencer? Et surtout, est-ce utile de rénover si on fait des meilleures confitures dans les vieux pots? Pour répondre à ces questions de réflexion, je ne reçois pas les trois stooges, mais ils s'y connaissent en travaux. Marjorie, Sylvain et Raphaël, bonjour. 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 Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient peut-être pas? Et on va commencer du coup par Raphaël. Oui, je suis Raphaël Lemaire, directeur technique à Zenica Paris et spécialisé depuis quelques années dans le numérique responsable. Donc, je donne des formations et diverses autres missions, entre autres choses, à Zenica. Top. Et Marjorie? Bonjour, Marjorie Guilliot. Je suis un coach agile chez Zenica et en plus de ça, à mes heures perdues, j'ai deux rôles complémentaires. Le plus simple à expliquer, c'est je suis responsable RSE. Et ça vient du fait que pendant 3 ans, presque maintenant, j'ai eu un rôle d'éco-ambassadrice au sein de Zenica, c'est-à-dire que j'ai comme objectif d'accompagner Zenica en tant qu'entreprise, les collaborateurs et nos clients dans toutes leurs réflexions et leurs pratiques autour du numérique responsable. Et pour Zenica, de façon plus générale, notre impact en tant qu'entreprise sur l'environnement. Ok. Et pour terminer, du coup, Sylvain. Et donc Sylvain Révéro, moi ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que je travaille dans l'IT, avec un passé d'Ops, puis je suis passé plutôt sur les thématiques DevOps, notamment au moment où le cloud est arrivé. Et je suis rentré chez Zenica, donc je travaille chez Zenica comme mes deux camarades. Je suis rentré chez Zenica il y a un peu plus de 6 ans maintenant, en tant que consultant sur la thématique DevOps et directeur technique de l'agence de Rennes. Et depuis, j'ai eu l'occasion de diversifier un petit peu mes sujets, d'abord autour de tout ce qui est innovation organisationnelle et managériale, et on en parlera un petit peu plus dans le détail dans la partie conduite du changement. Et puis, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, presque 4, j'ai fait partie d'un ensemble de gens chez Zenica qui ont commencé à se poser beaucoup de questions sur les liens entre nos métiers et puis nos convictions écologiques personnelles. Et de là est née l'idée de creuser le sujet, de se former, de former nos collègues, et puis aussi de proposer ces services de sensibilisation, d'accompagnement à nos clients. Alors du coup, tous les trois, vous constituez une équipe quand même où vous couvrez quasiment tous les sujets d'un projet IT aujourd'hui. On a la partie agile avec Marjorie, on a la partie un peu plus dev avec Raphaël, la partie un peu plus ops avec Sylvain. De ce que j'ai compris, donc vous êtes bien évidemment tous les trois chez Zenica, mais de ce que j'ai compris, ce livre que vous avez écrit, c'est pas une démarche Zenica, c'est une démarche personnelle vous concernant. Du coup, ma première question, ce serait comment est venue cette envie collective d'écrire ce livre, Sylvain? Raphaël, pardon. Justement, je vais laisser la parole à Sylvain, pour le coup. Eh ben, allez. Allez, c'est parti. Alors, d'où c'est venu l'écriture de ce livre? On a été, alors en fait, c'est venu d'un appel à auteurs de notre éditeur, les éditions ENI, qui a été publié sur LinkedIn et qui donc cherchait des auteurs pour pouvoir traiter le sujet du Green IT. Il s'avère que ça correspondait à un moment où on avait déjà pas mal fait de la veille
de notre côté, où on s'était structuré autour de la partie, notamment éco-ambassadeur dont parlait Marjorie dans la présentation. Et donc j'ai répondu à cet appel à projet, j'ai discuté un petit peu avec l'éditeur, et puis j'ai proposé sur le Slack de Zenica à ceux qui souhaitaient de m'accompagner, parce que je ne me voyais pas forcément faire ça tout seul. Et puis Raphaël et Marjorie ont levé la main, et donc on est partis tous les trois dans cette idée à la fois d'essayer de je pense remettre à plat, écrire tout ce qu'on avait pu, les résultats de toute la veille qu'on avait pu réaliser sur le sujet, et puis aussi en se disant qu'il y avait des sujets qu'on n'avait pas fini d'explorer et que ça serait un super prétexte à aller explorer ces sujets-là. Alors, je me trompe peut-être, c'est ma question peut-être très naïve, mais il me semble que écrire un livre, c'est un travail de longue haleine, même si on ne parle pas d'un roman en 7 tomes avec un enfant qui découvre une école de sorciers. Et donc, du coup, ma question pour Marjorie, ce serait déjà combien de temps ça vous a pris d'écrire ce livre? Et surtout, vu qu'à mon avis, ça prend du temps et qu'on est quand même dans un métier où les choses changent très vite, à quel point est-ce que les choses ont bougé entre le moment où vous avez commencé un premier travail de réflexion et aujourd'hui où le livre est sorti depuis pas très longtemps? Oui, alors, juste pour compléter, effectivement, le message de Sylvain, j'avais un ami qui avait écrit un livre aussi pour les éditions Annie qui m'avait tagué sur le message, et moi j'étais là, je fais non, mais vu le temps qu'il avait passé à le faire, et ils étaient 2 aussi, j'étais là, non, moi je m'imagine pas le faire. Et effectivement, le fait d'être 3, donc comment on s'est organisé, déjà, je pense le fait d'être 3, on s'automotivait, hein, on avait fait ça vraiment comme, finalement, comme un projet. On avait des points toutes les 2 semaines avec des objectifs où on devait travailler sur tel et tel sujet. Donc on a commencé par définir un plan, simplement, c'est quels sont les sujets qui pour nous sont les plus impactants. En commençant par pourquoi on parle de ça. On utilise beaucoup dans nos réflexions le Golden Circle de Sinek, c'est-à-dire pour agir, il faut d'abord comprendre pourquoi on le fait. Et après, on a essayé d'amener les choses au fur et à mesure. Ensuite, ce qui a changé, donc on a mis, je pense qu'on a commencé à travailler en octobre. On a fini la rédaction fin février pour se laisser un mois de relecture croisée. Donc, je pense qu'on a tous lu au moins 4 fois le livre. Et ensuite, ensuite, une fois qu'on a fait cette partie-là, on doit l'envoyer à l'éditeur qui va le mettre sous forme, nous faire des remarques. Donc, on a intégré ces remarques, etc., pour une publication en juin. Donc, c'était et rapide et pas rapide, hein, c'est à peu près la durée d'une grossesse, si je ne me trompe pas. Donc voilà, nous on a juste comme quoi il faut même avec 3 personnes, hein, ça met pas la moitié, un tiers du temps pour faire un bébé. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé qui a le plus changé, et on rentrera peut-être dans les détails après, c'est les questions numériques responsables et d'éco-conception. En fait, on s'appuie beaucoup sur des pratiques qui existent depuis longtemps, qui sont pour moi l'agilité, le craftsmanship et plus récemment, entre guillemets, les questions d'optimisation du cloud et de DevOps. Mais ce qui bouge, et donc du coup, ça, voilà, les pratiques évoluent, mais il y a quand même une grosse base et c'est pas des librairies, c'est pas une librairie Java, c'est pas du TypeScript où tous les mois il y a une nouvelle, des nouvelles règles, des nouveaux mots, des nouvelles utilisations, des nouvelles specs. Par contre, on a la loi qui bouge et pour moi c'était vraiment le sujet en fait sur lequel il fallait qu'on fasse attention. Je sais qu'entre le moment où j'ai rédigé la première fois l'article sur les réglementations, on a rédigé la première fois l'article sur la réglementation avec Sylvain, et la fin, donc fin février ou fin mars, il y a eu des réglementations supplémentaires qui ont été ajoutées. Et comme on a essayé, voilà, c'est un livre qui est à destination
de tout le monde dans un projet et aussi beaucoup de personnes qui ont la main quand même un petit peu pour valider que c'est l'organisation par laquelle il faut aller. Donc, des fois, c'est des DSI, des fois, c'est des directeurs. Voilà. Et ils ont cette vision un peu plus, des fois, légale. Et donc, je sais que moi, de mon point de vue, c'est ce qui est sur lequel on a dû faire le plus attention. Et aussi parce que finalement, tout ce qui pourrait être chiffres, on s'appuie sur des études qui ont été créées par greenIT.fr dont tu as parlé, Bruno, et le Shift Project. Et finalement, il n'y a pas tant de grosses études que ça qui sortent régulièrement parce que c'est difficile d'avoir des chiffres. Il y a quelques chiffres qu'on pourrait mettre à jour maintenant, comme l'impact de la vidéo en ligne, par exemple, il y a Carbon Brief qui a sorti un énorme papier sur le sujet. Donc, c'est le même ordre de grandeur, on passe de 18 grammes à 10 grammes équivalent CO2 par heure, donc c'est pas forcément impactant. Il y a aussi greenIT.fr qui a sorti 2-3 choses en plus, mais globalement, il n'y a pas de grosses, pour l'instant en tout cas, depuis quelques mois, il n'y a pas de grosses différences. On a aussi la chance d'être dans les communautés qui développent les sujets, qui font partie, par exemple, pour les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web, qui est un des référentiels de bonnes pratiques numériques responsables. J'étais dans l'équipe qui a travaillé sur la V4, donc je savais ce qu'elle allait avoir avant qu'elle sorte officiellement. Donc je savais qu'au moment où le livre sortirait, elle serait sortie, donc j'ai pu parler directement de la version à jour. Donc ça m'a permis de gagner quelques mois sur le sujet. Donc le fait d'être au centre des choses permet d'avoir une bonne vision dans certains cas. Après, il y a certainement des choses qu'on pourrait changer aujourd'hui ou à la prochaine édition, on verra, dans 1 an, 2 ans, certainement. Mais globalement, le contenu du livre est plutôt à jour, puisque, comme disait Marjorie, on s'appuie sur des choses qui sont des bases, et comme on cible les décideurs informatiques, on n'est pas rentré dans les détails trop pointus, trop techniques qui pourraient être périmés entre guillemets rapidement. Mais on est sur des choses qui sont des bases à partir desquelles ils peuvent dériver des choses pointues. Ouais. Alors effectivement, comme le disait Marjorie, techniquement, il n'y a pas de nouvelles techno qui sortent tous les jours sur ces sujets-là, ça je l'entends, mais elle évoquait effectivement l'aspect aussi législation. Donc pour reprendre ce que tu disais, Sylvain, est-ce que malgré tout, avec l'évolution de la législation, on peut espérer, en tout cas, que les choses bougent rapidement sur que ce soit au niveau à l'échelle française ou à l'échelle européenne? Est-ce que du coup, Sylvain, vous pensez que votre livre a je ne vais pas dire une date de péremption, mais tu vois qu'il y a quand même un moment peut-être que certaines choses ne seront plus applicables plus ou moins rapidement. Sur le sujet de la législation, ça serait en fait une très bonne nouvelle que notre livre y soit périmé rapidement, parce que ça veut dire que la législation continue à avancer dans le sens d'un numérique plus responsable. Et c'est le cas, hein, comme citait Marjorie tout à l'heure, il y a pas mal de textes qui sont soit en cours de publication, soit en cours de travail, notamment côté Union européenne, pour amener finalement plus de contraintes. Il y a un truc qu'on a noté quand on a écrit cette partie là sur la législation, c'est que globalement on est passé sur les sujets environnementaux d'une approche qui était très déclarative de la part des entreprises, qui était très sur la base du volontariat, de la bonne volonté des entreprises, à quelque chose qui devient de plus en plus contraignant. On l'a vu sur le bilan carbone, et c'est le sens de l'histoire sur le bilan carbone, et ce qu'on pressent, c'est que ça va être le cas aussi sur les sujets du numérique responsable au sens plus large, et notamment du Green IT. Donc plus ça va aller, et puis bon, évidemment, après ce qui semble être une sorte de réveil écologique généralisé suite aux températures de cet été, il y a des coups d'accélérateur qui sont encore mis, et donc tant mieux, ça va aussi dans le sens de cette contrainte plus forte sur les entreprises. Donc ça va amener de plus en plus les entreprises. Là aujourd'hui, je pense qu'on est, si on regarde, si on essaie de se comparer à la courbe d'adoption des technologies, là aujourd'hui on a eu les pionniers qui se sont intéressés au sujet, on commence à rentrer dans on commence peut-être à rentrer dans la early majority encore, mais la législation va venir pousser tout ça et faire en sorte que on va vite arriver dans la late majority, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas regardé le sujet on va dire dans l'année qui vient, ceux qui n'auront pas regardé le sujet, ils vont commencer à être en retard. Ouais. Alors, j'entends ce que tu dis.
Et en même temps, tu vois, alors du coup, je me tourne vers Marjorie parce que je recoupe avec ce que tu disais, Marjorie, dans le compilé qu'on a enregistré juste avant, que la partie consommation énergétique est souvent mise en avant comme étant l'élément le plus polluant sur l'IT. On le sait, c'est-à-dire qu'on est tous les quatre autour de table, et je pense qu'une bonne partie des auditeurs de ce podcast le savent aussi, que c'est faux. Mais l'histoire a prouvé que les différents gouvernements, eux, ont une maîtrise des éléments techniques qui est peut-être pas au niveau des personnes, des gens autour de cette table. Est-ce que du coup, Sylvain l'évoquait, il y a des températures qui ont été très hautes sur ce début d'automne et peut-être même au début d'hiver, qu'il y a une espèce de prise de conscience qui va être faite, qu'on peut espérer qu'il y a des lois qui bougent. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque, en fait, que les premières lois qui sortent soient en fait des lois qui demandent de limiter la consommation énergétique, alors qu'en fait, on sait que c'est pas le critère le plus déterminant? Alors, qui est déjà passé, on a la loi sur la réparabilité. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Alors, elle est appliquée et pas appliquée en même temps, ça dépend. Mais il y a déjà des personnes et même les entreprises, en fait, qui fournissent ces informations. Donc, ça, c'est quand même un gros point positif parce que, comme les personnes qui choisissent un lave-vaisselle par rapport à un autre en fonction de sa consommation d'électricité, sa consommation d'eau et sa réparabilité, on pourra aussi choisir quel appareil on va acheter en fonction de la réparabilité. On a beaucoup... alors, sur les téléphones, on n'en est pas encore là. Il faut savoir que pour le moment, la majorité quand même des devices des utilisateurs, il y a 60% d'utilisation d'Internet qui se fait par téléphone portable dans le monde. Donc, plus de 60%, ça veut dire que, notamment dans les pays en voie de développement, c'est par téléphone qu'on va naviguer. Et là, sur la réparabilité des téléphones, même si ça s'améliore, même si, par exemple, récemment, Apple a publié sur des sites, notamment iFixit, qui est très bon site si vous essayez de réparer vos équipements, sur tous les équipements, et donc qui pousse finalement à réparer les éléments. Il y a encore des fois où en fait ça suit pas. Je lis très récemment quelqu'un qui échanger avec le support d'Apple et donc qui avait ses écouteurs, là, je sais pas comment ça s'appelle, qui fonctionnaient plus, et le support d'Apple lui disait c'est 250 pour les réparer. Et la personne répondait, mais ça me coûte 180 si je les achète neufs. Ah bah allez-y. Oui, bon, il y a encore de la transformation, de changement là-dessus à faire. Mais il y a des choses qui arrivent. Encore une fois, c'est pas forcément tout le temps bien, mais il y a quand même, moi dans ce que je lis, il y a quand même des gens qui sont censés et qui agissent et qui tirent le sujet. Après, par exemple, je sais que en France, il y a des associations, par exemple HOP, donc Halte à l'obsolescence programmée, aussi le collectif Greenity.fr, le collectif de l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, qui sont en lien proche avec les législateurs. Hein, et du coup, ils ont quand même, c'est la bonne partie du lobby. Alors là, le lobby, il y en a partout, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Hein. Greenpeace est un lobby, l'INR est un lobby, Total est un lobby. Voilà, on choisit les lobbies qu'on a envie d'écouter. Mais c'est des personnes, en gros, qui apportent de l'information. Et il y a quand même des gens, notamment en France, qui sont là pour apporter ces éléments-là. Et donc, peut-être aider les sujets. Après, c'est des sujets, finalement, qui sont... si je compare à Adopi, alors qui pour moi est la loi la plus ridicule en informatique jamais votée, qui était une loi poussée principalement pour que par les majors de disques et de grandes entreprises de production. Là, on est sur de l'équipement et sur des sujets en fait qui touchent de plus en plus les personnes et qui sont plus facilement compréhensible parce que en fait on est sur du physique et on peut comprendre les questions autour de la gestion des équipements, la fabrication des équipements, c'est des choses où on peut les matérialiser. Donc finalement, je pense que sur ces éléments-là, on pourra arriver à quelque chose. Ensuite on verra, mais bon,
J'essaye d'être optimiste malgré tout ce qui se passe et je me dis qu'on est quand même sur le bon chemin et il y a des choses qui sont pas là, mais disons dans toute la transition environnementale qu'on doit prendre, je pense que le numérique, on comprenait quand même ceux qui prennent le meilleur chemin, même si on est des plus lointains et que notre impact il est statistiquement plus impactant que les autres dans pas longtemps, mais on se pose les questions, en tout cas en France et en Europe. Ouais. Alors du coup aussi dans tout ce que tu évoques en ligne de fond, on parle quand même beaucoup de changement, de transition, parce qu'il y a effectivement un changement important à opérer. Sur ce podcast, on a déjà évoqué à plusieurs reprises des sujets d'éco-conception, donc comment créer une application et faire en sorte qu'elle respecte un ensemble de règles les plus vertes possibles d'une certaine façon. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans un environnement en fait qui ne prend pas en compte ce genre de considération, ou même qui a peut-être déjà une application qui est en place. Et donc, vous en parlez justement dans votre livre. Alors, c'est pas le sujet principal de votre livre, mais en tout cas, vous avez un chapitre qui est consacré. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. C'est du coup évoquer comment est-ce qu'on passe d'un état, on va dire, pas optimal à un état un peu plus éco-responsable. Du coup, de manière très grosse maille pour commencer, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les premières grosses ficelles de cette conduite du changement qu'il faut pouvoir opérer autour de soi dans son entreprise pour pouvoir amener à de l'éco-conception? Alors, il y a une particularité avec les sujets autour du Green IT et du numérique responsable au sens large, c'est que c'est des sujets qui s'appuient sur des constats qui sont assez anxiogènes. Et du coup, ça peut être assez compliqué de mettre les gens en mouvement sur ces sujets-là. Et quand je dis les gens, c'est les personnes travaillant dans l'entreprise du développeur qui produit du code tous les jours jusqu'au responsable du service informatique, voire jusqu'au COMEX de la boîte. Et donc, la première des choses, c'est qu'il faut donner envie aux gens de se mettre en mouvement en essayant de ne pas focaliser sur les aspects négatifs des impacts du numérique. Donc, si la première des grosses ficelles que j'aurais tendance à sortir pour répondre à ta question, c'est utiliser des approches de type solution focus qui vont essayer de se focaliser plutôt que se focaliser sur des problèmes et des façons de résoudre ces problèmes. Essayer de se positionner le plus possible dans le domaine de la solution souhaitée. On parle notamment de futur préféré dans Solution Focus. Essayer de se positionner dans un futur préféré et de regarder finalement comment on pourrait tourner les choses de manière positive, c'est-à-dire au lieu de dire on va diminuer l'empreinte carbone de notre application, ça peut paraître juste sémantique, mais c'est quand même un facilitant pour mettre les gens en mouvement. On va se dire, on va plutôt essayer de créer une application qui est plus vertueuse d'un point de vue environnemental. Donc la première grosse ficelle, c'est d'arriver à mettre les gens en mouvement de manière positive. Ensuite, une deuxième ficelle, et on va encore être dans le domaine de solution focus, ça va être d'éviter de viser la Lune. On va plutôt essayer une fois qu'on s'est décrit un futur préféré, on va plutôt essayer de regarder quelles sont les premières étapes qui vont nous permettre d'aller vers ce futur préféré. Moi, j'utilise souvent, et d'une manière générale, dans les thématiques de transformation, la métaphore de la montagne. Quand tu es au pied d'une montagne, tu sais où tu veux aller. C'est souvent le sommet de la montagne. Et tu sais le début du chemin. Tu vois le début du chemin, c'est-à-dire que tu sais où tu vas faire tes premiers pas. Par contre, le reste, l'intégralité du chemin, tu le vois pas forcément. Et en fait, dans les faits, quand tu vas faire ton chemin dans la montagne, tu vas peut-être pas forcément passer par là où tu avais imaginé que tu passerais. Donc, une autre ficelle, c'est de procéder par petits pas et surtout de procéder par petits pas assez immédiats et qui t'amène rapidement sur le chemin du progrès, sur le chemin de la solution. Alors, je réponds de manière assez générique. Après, on pourrait
on pourrait l'illustrer, et d'ailleurs, je pense que je passerai la parole à Raphaël là-dessus sur des illustrations un petit peu plus techniques de ce qu'on peut faire pour faire des petits pas sur une application. Et j'ajouterais juste un truc, c'est que il y a quelque chose qui est important, c'est de se dire que en tant que technicien, en tant que dev, en tant que ops, on a un certain nombre d'améliorations qu'on peut mettre en place, un certain nombre d'optimisations, mais en proportion, c'est rien par rapport à ce qu'on va pouvoir faire en phase de conception fonctionnelle. Dit autrement, c'est vraiment en dégraissant le logiciel. Hein, la formule, elle a déjà été utilisée dans le podcast 178, notamment avec Benoît, mais c'est vraiment en dégraissant le logiciel qu'on va faire les meilleurs gains. Et donc parfois, il va quand même falloir passer par une phase de reconception, mais de reconception fonctionnelle, pas forcément de reconception technique. Il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit enlever, surtout dans cette application. Ouais. Et du coup, je passe la parole à Raphaël, ou pardon, si tu veux. Alors, je me permets du coup, avant, parce que je suis d'accord, cette partie exemple pratique, j'ai envie d'avoir effectivement ce que Raphaël va en dire, mais tu as évoqué un sujet que je trouve intéressant et qui me fait penser, en fait, et du coup, j'ai envie de passer la parole à Marjorie plutôt, sur cette partie d'agilité, parce que c'est quand même ton sujet principal, Marjorie. Du coup, Sylvain parlait de dégraisser une application en termes de fonctionnalité et compagnie. Avec la méthode agile, on a un peu cette habitude de se dire, on y va aussi par incrément, et du coup, en fait, on va tester une feature, on va l'ajouter, et puis on ajoute, et puis c'est comme ça qu'on arrive souvent avec un empilement de features, c'est-à-dire qu'on part d'un besoin qui existe ou pas, et puis on teste une feature, on voit si elle marche ou elle marche pas, et puis on en ajoute une autre, on la modifie, on en ajoute une autre, on en ajoute une autre, et tu vois, on ajoute comme ça, on empile les choses de plus en plus, je trouve, avec cette méthode parfois agile. Comment est-ce que toi, dans l'agilité, tu inclus cette notion de dire, en fait, c'est quoi, on va faire un sprint ou juste on va... Tu vois, est-ce qu'on peut faire des sprints comme ça où on vire des trucs à un moment? Moi, j'ai envie de dire oui, mais après, voilà, c'est la transformation. Disons qu'on a bien accompagné avec les grosses ficelles dont parlait Sylvain. J'ai envie de dire oui. Après, c'est compliqué. J'ai deux éléments là-dessus. Ça va être un employeur, mon premier employeur, qui s'appelle Mega International, qui est un éditeur de logiciels. En fait, c'est un éditeur de logiciels où on en rajoute, qui, au fur et à mesure, en fait, a complexifié son produit pour aborder différents éléments. C'est de la modélisation d'entreprise, et donc ça va du process de vente à la classe de ton code, quoi. Donc c'est vraiment l'UML, il y a toute la schématisation possible d'une entreprise, si ce n'est l'architecture physique d'une salle, quoi. Et moi, je sais que j'échange régulièrement avec une ancienne collègue qui s'appelle Leslie Robinet, qui est responsable du produit en France et qui est aussi dans la transformation RSE. Et eux, ça fait partie de leurs actions, en fait, en cours, justement, de refondre l'outil et de se poser ces questions de est-ce que certaines fonctionnalités vont être utilisées, sont utilisées, est-ce qu'on en a besoin de les avoir tout le temps pour tout, est-ce qu'on peut faire du packaging, voilà. Donc ça, c'est des sujets qui sont actuellement en cours, notamment chez cette entreprise-là. Et ensuite, en agilité, alors moi, j'adore ta question, Bruno, parce que du coup, comme ça, je vais pouvoir parler de mon modèle préféré. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle de Kano, en fait, et donc, ça fonctionne si on n'a pas encore installé l'application, mais c'est plus dur. Mais en gros, c'est un questionnaire qu'on pose aux utilisateurs, et pour chaque fonctionnalité ou pour chaque partie de la fonctionnalité, on va se poser des questions qui sont: est-ce que cette fonctionnalité apporte quelque chose? Si elle est présente, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et si elle est absente, est-ce que ça m'apporte quelque chose? En gros, est-ce que l'absence de la fonctionnalité est choquante, ou finalement c'est un plus par rapport à ce qu'on avait avant? Et donc effectivement, quand on est dans une refonte d'application,
ou quand on est dans est-ce que j'arrête, est-ce que je continue de faire mes fonctionnalités, de développer des choses. Moi, c'est une méthode que j'adore, qui n'est pas forcément super simple à comprendre au début, mais je vous invite vraiment à regarder si ça vous intéresse. Donc, une méthode de Kano, K-A-N-O. Évidemment, ça vient du Japon, hein, on fait du Lean. Et c'est vraiment ma méthode. Franchement, en ce moment, je parle que de ça. C'est ma méthode préférée. Elle n'est pas forcément simple à appliquer, mais c'est voilà. Donc, on se pose la question est-ce que si cette fonctionnalité on l'enlève, est-ce que ça t'empêche d'utiliser l'outil, le service, ou finalement est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ta vie quotidienne, le fait qu'il n'y ait plus à faire ça? Mais très, très simplement, hein, est-ce que j'ai besoin de me loguer, par exemple, quand je me suis logué sur l'outil qu'on utilise, il fallait se connecter avec Google ou créer un compte ou Facebook. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça apporte à l'outil, nous en tant qu'invités, toi en tant que qui gère l'application, qui a des fonctionnalités derrière, je comprends, en plus ils te font payer, sûrement, enfin voilà, donc ça t'apporte quelque chose et ça leur apporte quelque chose. Mais le fait que nous, on ait dû connecter en tout cas moi personnellement, j'ai dû connecter mon compte Google, pour moi c'est une fonctionnalité qui est presque, j'avais envie de dire, bah non, je vais pas leur donner, parce que là je suis en train de leur donner des informations finalement, c'est tout ce que ça veut dire, donc je suis en train de leur donner des informations sur mon utilisation. Et pour moi, ça c'est une fonctionnalité qui est décourageante. Et en fait, si elle n'existait pas, ça me permettrait de plus facilement de dire je vais participer à des choses ou c'est un bon outil, etc. etc. Voilà. Mais après, pour les parties techniques, mais effectivement, peut-être que Raphaël, il aura plus de tips que moi. Eh ben, allez, Raphaël, tu es réclamé sur TikTok, tu es réclamé par Marjorie et par Sylvain, donc dis-nous tout. Sur ce qu'on peut faire techniquement en actions clés. Alors, ce que je peux dire, c'est les grandes actions clés pour réduire l'impact du numérique et après détailler un peu. Les grandes actions clés, c'est vu que l'essentiel de l'impact du numérique, c'est la fabrication des appareils et surtout des appareils des utilisateurs, du coup, c'est avoir le moins d'appareils possible, mutualisation. C'est pour ça qu'on parlait de cloud tout à l'heure. Mutualisation, faire durer les appareils le plus possible. Et du coup, ça veut dire ne pas pousser à l'obsolescence, donc ne pas envoyer du code ou des choses qui pourraient casser la compatibilité. Ne pas produire un logiciel qui va ramer, qui va faire ramer les appareils. Si les gens se disent « Ouh là là, j'arrive plus à utiliser mon service numérique préféré, il faut que je rachète un appareil », ça, on a perdu. C'est-à-dire qu'on pousse à l'obsolescence des appareils. Ou pire, si les gens se disent « ça marche plus, c'est cassé, je peux plus aller sur Restream ou je peux plus aller sur Google parce que ça marche plus sur mon appareil », on a perdu, on a poussé à l'obsolescence, on a fait racheter un appareil à l'utilisateur. Donc là, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et deuxième priorité, c'est on veut utiliser moins de ressources informatiques. Alors, pour côté client, aller dans le sens de ne pas que ça rame. Et pour côté serveur réseau, utiliser moins d'infrastructures, avoir besoin de moins d'infrastructures, déployer moins de choses. Alors, il n'y aura pas forcément directement un impact sur la consommation d'électricité, l'impact environnemental, etc. Mais on va dans le sens il y a besoin de moins d'infrastructures et du coup, on réduit l'impact. Concrètement, dans les choses à prendre au jour le jour, il y a beaucoup de choses possibles pour faire ça. Donc, être compatible, ne pas ramer et consommer moins de ressources. Mais comme vous vous en doutez, là, si vous êtes développeur, vous avez déjà plein d'idées qui sortent pour développeurs ou designers, etc. Vous avez déjà plein d'idées pour vous dire vous savez déjà comment le faire, en fait. Ce que j'adore dire, c'est que quand on parle d'éco-conception, une fois qu'on a compris les grands principes, les grands enjeux, qui sont les actions clés que je viens de donner et le fait qu'on mesure l'empreinte environnementale et qu'on veut l'optimiser à la baisse, après, ensuite, les pratiques que vous allez mettre en place, c'est des choses qui sont déjà des bonnes pratiques dans vos métiers. Par exemple, si vous êtes développeur, vous allez optimiser votre design côté front, votre design technique pour faire en sorte que ça rame le moins possible, que ça consomme le moins de ressources, que ce soit compatible au maximum. Et ça, vous savez déjà le faire, en fait. En tout cas, c'est à votre portée. Et en fait, réduire l'impact environnemental de votre service numérique, c'est vous, professionnels du numérique, nous, parce que c'est aussi notre cas, qui sommes en position de le faire. On a le pouvoir, responsabilité, et c'est à notre portée. Et donc techniquement, avoir enlevé les fonctionnalités pas essentielles, ce qu'on avait commencé à dire avec Marjorie, faire attention au nombre d'années de rétrocompatibilité, quel navigateur, quels appareils on supporte, comment on teste. La partie test est importante.
optimiser pour que ça rame pas, vérifier que ça fonctionne j'ai déjà dit, en rétrocompatibilité, économiser des appels réseau, économiser du temps côté serveur. C'est un arbre, hein, on pourrait détailler, on pourrait dire attention au JavaScript, etc. Mais les actions clés, c'est ça, directement sur l'impact. Et après, sur comment on conduit ce changement, comment on amène ce changement dans les équipes, là, c'est le sujet sur lequel on était parti et c'est assez intéressant. Il y a différentes façons de l'aborder. Une façon de l'aborder, puisque je parle de points techniques pointus, c'est de le voir un peu comme un challenge. De se dire, tiens, si on faisait une page qui fait moins de 500 kilos, ou donc il y a des gens qui font des challenges comme ça pour plaisir. Hein. Donc là, on pourrait dire à l'équipe, bah, tiens, pourquoi pas, comme on se dit, bah, tiens, on peut faire un mode sombre, on pourrait dire, bah, tiens, pourquoi pas être compatible avec IE10. Là, je pars un peu en cacahuète avec IE, mais ça pourrait être une façon d'aborder le sujet, de se dire, bah, tiens, si c'était un challenge pour l'optimisation technique, et pour d'autres aspects aussi, on pourrait avoir d'autres façons de l'aborder un peu rigolote. Si on veut ne pas partir de attention, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, comme disait Sylvain, on peut l'aborder d'autres façons. Après, il y a il y a plein d'arguments, dont la législation qui évolue. Le fait que le Sénat a évoqué plusieurs fois l'obligation d'éco-concevoir les sites publics, par exemple. Bon, pour l'accessibilité, ça fait 20 ans et c'est pas encore appliqué, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver un jour. Donc, il y a des choses qui vont dans ce sens-là, dans la législation, dans aussi les contraintes des entreprises avec leurs partenaires. De plus en plus, les clients et les différents acteurs veulent que leurs partenaires appliquent des actions au niveau RSE et éco-concevoir leurs produits. Donc, il y a aussi des choses qui vont dans ce sens-là. Enfin, il y a pas mal d'arguments qu'on pourrait citer qui vont dans le sens de pousser le sujet dans les équipes. Ok. Alors, du coup, pour compléter le point, je crois que Sylvain a des choses à ajouter sur le sujet. Mais du coup, Sylvain, je vais te rajouter une question sur le tas. Du coup, c'est ce que disait Raphaël, mais c'est ce que j'entends à chaque fois que je fais un épisode sur l'éco-conception. C'est qu'en fait, que ce soit même l'éco-conception ou l'accessibilité ou tous ces sujets-là, au final, c'est un ensemble de bonnes pratiques que les devs devraient déjà connaître et qu'en général, les devs connaissent déjà, on sait déjà faire. Mais du coup, si c'est juste des bonnes pratiques de base qu'on connaît déjà tous, comment expliquer que la majorité des applications aujourd'hui, la majorité des services web ne respectent pas ce qui pourtant ne sont que des bonnes pratiques? Alors, c'est justement le point sur lequel je voulais enchaîner. Alors, pour répondre d'abord à ta question, en effet, c'est essentiellement des bonnes pratiques de développement qui nous amènent à avoir de la bonne performance applicative. Et pour autant, je pense que même si il y a pas mal de bonnes pratiques qui sont connues, je fais le pari que n'importe quel développeur web qui lit par exemple le bouquin des 115 bonnes pratiques va apprendre quelques trucs. Parce que ça a beau être des choses qui sont souvent de l'ordre du bon sens, parfois il y a des choses auxquelles on réfléchit pas en tant que développeur web ou en tant que développeur d'une manière générale. Et moi, le point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que disait Raphaël, c'est qu'en fait, notamment dans le cadre essentiellement dans le cadre d'un projet existant, finalement, l'approche d'éco-conception ou d'éco-reconception, c'est un autre argument de poids pour attaquer sa dette, et notamment sa dette technique. Parce que assez souvent, quand on a des problèmes de performance sur les applications, quand on a des problèmes d'accessibilité sur les applications, quand on a des problèmes tout simplement d'utilisabilité de nos applications, c'est de la dette technique qu'on a amassée et qu'on n'a pas jugé utile de traiter ou qui a été dépriorisé dans son traitement. Et d'ailleurs, c'est vrai de la dette technique, mais c'est aussi vrai de la dette fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on empile des fonctionnalités, comme tu le disais tout à l'heure, sous couvert d'agilité, on va empiler des fonctionnalités sans jamais prendre le temps finalement de retirer les fonctionnalités qui servent à rien. On crée ce qu'on appelle des obésiciels, hein, des logiciels qui sont beaucoup trop fournis en termes de fonctionnalités. Et donc, adresser sa dette technique, c'est bien, mais adresser sa dette fonctionnelle et prendre le temps de décommissionner les fonctionnalités qui ne sont pas utilisées dans un logiciel, c'est aussi essentiel. Voire même, c'est plus impactant positivement. Ouais. Alors du coup, je me retourne vers Marjorie, toujours pour cette partie, notamment agilité. Tu vois, là, on parle du coup de retirer des fonctionnalités, de
de refactoring pour améliorer les performances, pour diminuer les appels mémoire, pour réussir à optimiser au final la qualité de son logiciel. Est-ce qu'au final, quand on voit l'ampleur du chantier, c'est pas mieux juste de se dire, en fait, on jette tout et on recommence? Jeter tout et recommencer, ça veut dire éventuellement perdre des moments du temps d'accessibilité. Alors, pardon, je pense qu'il y a une ambulance qui passe en ce moment en bâtiment. Ça veut dire, si on jette tout et on recommence, on a beaucoup de temps où soit on ferme le site et on n'a plus rien, ou le service, on n'a plus rien, ou alors on recommence tout du début et les utilisateurs qu'on avait avant, il va falloir faire un gros accompagnement au changement vers le nouveau outil. Et ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va perdre du temps parce que on a tous vécu le changement alors je parle même pas de si on est passé de Office à OpenOffice, de OpenOffice à Office, etc. Mais rien que le passage moi je me souviens de quand les bandeaux sont arrivés dans Office. Pourtant, je me débrouille à peu près avec l'utilisation d'un ordinateur, mais j'ai quand même mis un moment à retrouver mes petits. Alors, je n'ose imaginer quelqu'un qui n'a pas forcément l'appétence à chercher, si ce n'est l'envie. Et ça fait quoi? Ces gros changements, s'il n'y a pas d'accompagnement au changement, ça fait qu'on perd du temps, voire on perd de la part de marché. Donc, repartir de zéro, ça peut vouloir dire on perd des personnes. Alors que si on y va pas à pas et qu'à chaque petit pas, on revient sur les petits pas de Sylvain, ça c'est vraiment une pratique d'agilisme, on adore ça, les petits pas. Ça veut dire qu'on change un petit truc. Déjà, on valide qu'en le changeant, on n'est pas en train de tout casser, qu'on n'a pas perdu trop d'utilisateurs, qu'on n'a pas de retour si en fait ça, il y en avait absolument besoin dans un cas particulier. Et on accompagne au fur et à mesure et surtout, on fait des changements qui sont utiles. Encore une fois, je reprends le point de Sylvain. On pensait qu'il y avait une fonctionnalité, enfin, on pensait qu'en rechangeant toute une fonctionnalité, on allait fluidifier les choses, mais en fait, il y a tellement d'habitudes qui sont prises que on perd des utilisateurs, on perd de la fluidité parce qu'on s'est habitué à utiliser l'outil d'une certaine façon et on le reconnaît plus et on ne veut plus l'utiliser. Du coup, voilà. Et juste pour compléter, ce qui peut être intéressant, c'est notamment, on posait la question sur la gestion de projet, le suivi d'utilisation. On parle tout le temps de KPI, d'indicateurs. Et je pense que ça peut être intéressant de créer des nouveaux indicateurs qui sont liés à des critères qui ne sont pas forcément que financiers. Et donc, ça peut être des atouts aussi pour aider à prendre telle ou telle direction. Il y a des outils aussi, juste pour revenir sur un petit point technique. Alors, je ne pourrais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est pas mon domaine. Mais on peut plugger Sonar et puis ça nous donne un code smell de notre code. Et on peut aussi créer des règles finalement pour vérifier si des bonnes pratiques, par exemple des 115 bonnes pratiques dont Raphaël parlait, ont bien été implémentées. Et il y a un plugin notamment qui s'appelle echo.io, qui est un plugin développé par des chercheurs de l'université de Pau, pays on va dire de Pau, parce qu'après j'ai perdu le nom de la région, enfin de la partie, et qui est intéressant, qui fait justement du code smell d'éco-conception d'applications Android. Okay. Et c'est open source en plus, c'est open source. Alors ça, c'est un des outils qu'on a quand on fait de l'éco-conception, s'appuyer sur la communauté open source. C'est un truc dont on n'a pas encore parlé, je ne sais pas si on va en parler. Mais du coup, ça veut dire que ça grandit avec la communauté. Et comme disait Raphaël, il était au sein de la communauté, c'est pour ça qu'on n'a pas eu trop de retard, notamment sur les 115 bonnes pratiques. C'est un des atouts qu'on a dans l'éco-conception. Ouais. Alors du coup, Raphaël, ce que je comprends un petit peu de ce que dit Marjorie, c'est qu'en fait, cette conduite du changement dont on parle depuis tout à l'heure sur
les équipes tech, en fait, ces conduites de changement, on doit aussi la mener avec les utilisateurs, au final, de l'application et du service concret. Oui, après, je pense que les utilisateurs sont habitués à ce que ça bouge tout le temps, leurs applications, parce que ça bouge tout le temps, les applications. Donc, si on fait ça de façon progressive, que c'est pas un Big Bang, comme tu suggérais, a priori, c'est pas plus ni moins embêtant que ce qu'ils font d'habitude, et c'est pas forcément plus difficile à gérer que ce qu'ils font d'habitude. Surtout qu'on va plutôt vers enlever des choses ou simplifier des choses, donc du coup, ça devrait aller dans une direction qui les arrange, en fait. Par contre, il y a une conduite du changement qui est plus complexe, c'est dans le cas où une équipe ou des personnes dans une équipe souhaitent que ce sujet de l'éco-conception progresse et ils s'adressent au reste de l'équipe ou aux décideurs et que ces gens-là n'ont pas forcément le sujet en tête ou c'est pas forcément une priorité. Et, euh, en fait, moi, quelque part, je le présente en disant, c'est nous les responsables, c'est nous les professionnels du service numérique, et donc c'est comme quelqu'un qui est chez Danone peut optimiser la fabrication des yaourts pour avoir moins d'impact, nous, on peut optimiser nos services numériques pour avoir moins d'impact. Et l'utilisateur, lui, on lui sert un service qui répond à son besoin, il faut répondre aux besoins, mais que si le changement n'est pas trop brutal, va pas forcément être une grosse surprise. Et je pense qu'il y a, en tout cas, c'est ma perception des choses actuellement. Je pense qu'il y a plus de choses à faire au niveau du reste de l'équipe au niveau des dirigeants qu'au niveau d'utilisateurs. En fait, justement, même, il ne faut pas attendre que chaque utilisateur ait envie que l'impact environnemental de plein de choses diminue pour agir. Au contraire, il faut profiter de notre position privilégiée pour le pousser. Ouais. Je me tourne du coup plutôt vers Sylvain. Sur la partie optimisation, il y a un truc qu'on voit, alors je ne sais pas si on le voit souvent, mais en tout cas, moi j'en ai souvent entendu parler, c'est que quand tu as un embouteillage sur une autoroute, tu rajoutes une voie, en fait, ça te fluidifie pas le trafic, parce qu'en fait, du coup, il y a plus de gens qui viennent utiliser l'autoroute, et donc du coup, et si tu enlèves une voie, tu n'as pas plus d'embouteillage qu'avant, parce que comme il y a une voie en moins, il y a moins de gens qui prennent la voiture ou ce trajet-là, et du coup, il y a juste autant d'embouteillage qu'avant. Le problème, c'est pas tant la bande passante que tu as. Donc, tu vois, du coup, ma question, c'est est-ce que l'optimisation, au final, c'est une vraie réponse à ces sujets de sobriété et d'éco-conception? Alors, l'optimisation, c'est une vraie réponse, mais c'est une réponse qui est très partielle. Pourquoi? Parce que en effet, ce qu'on constate souvent, notamment dans les domaines techniques, c'est que lorsqu'on va mettre en œuvre de l'optimisation et notamment de l'optimisation de performance ou de l'optimisation d'usage, on va au lieu d'assister à des réductions d'utilisation de ressources, souvent on va assister à plutôt des multiplications d'utilisation de ces ressources. Donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent l'effet rebond, ou pour briller en soirée, on appelle ça le paradoxe de Jevons, puisque c'est quelqu'un qui s'appelle Jevons qui a découvert ce principe-là au 19e siècle en Angleterre. Il regardait les machines à charbon et il s'est rendu compte que plus on optimisait les machines à charbon, en fait, plus on utilisait de charbon. Parce que elles étaient de plus en plus faciles à utiliser, de moins en moins coûteuses à utiliser. Finalement, ça créait de l'usage. Et donc, on a ce même risque globalement du côté du numérique. On pourrait zoomer par exemple sur la partie cloud. Malgré les énormes gains de mutualisation qu'on a pu faire sur le côté cloud au cours des dernières années, on observe toujours une croissance globale de la consommation énergétique des data centers. Alors on a dit tout à l'heure que la consommation énergétique c'était qu'une partie du problème et c'était pas forcément la plus grosse partie du problème. Il n'empêche que ça reste une partie du problème et pour autant il faut chercher à la réduire. Pourquoi on observe cette croissance-là? Parce que le cloud, ça rend très très facile le fait d'utiliser de l'infra, beaucoup plus qu'avant. Et donc du coup, on a beaucoup plus d'utilisateurs aujourd'hui sur le cloud, on a beaucoup plus de projets. Il y a un article paru dans Science en 2020 de mémoire qui expliquait que entre 2014 et 2018, il y avait eu plus 550% d'instances de machines virtuelles déployées dans le cloud. Donc même si le cloud nous a permis
par les effets de mutualisation, par les mécanismes d'autoscaling, d'optimiser beaucoup les choses et donc de réduire unitairement la consommation énergétique des charges de travail. Étant donné qu'on a une multiplication importante des usages, finalement, ça annule les bénéfices de ces optimisations-là. Ce qui fait que l'optimisation, c'est un sujet qu'il faut de toute façon traiter pour être meilleur, mais en fait, le vrai sujet qu'il faut adresser, c'est le sujet de la sobriété. C'est-à-dire que on va arriver à un moment donné aux limites de ce qu'on peut faire en termes d'optimisation et que c'est vraiment que en se questionnant sur nos usages, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le dégraissage fonctionnel, hein. C'est vraiment que en se questionnant sur nos usages et en se questionnant finalement sur ce qu'on souhaite faire de l'intégralité des ressources qui sont nécessaires pour produire toute cette informatique, tous ces serveurs, tous ces objets connectés, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand on parle des devices utilisateurs, la grande vague du moment, c'est la multiplication des objets connectés et la multiplication de la data qui est générée par ces objets-là. Donc, la question, c'est vraiment de se poser, la question qu'on doit vraiment se poser, c'est finalement, qu'est-ce qu'on veut faire de toutes les ressources qui sont nécessaires pour faire ça? Est-ce qu'on veut des fourchettes connectées et même des WC connectés, comme on a pu voir, ou est-ce qu'on veut, dans un monde où finalement on va finir par être contraint par les ressources, et on le voit déjà sur le plan énergétique actuellement, est-ce qu'on ne veut pas plutôt finalement privilégier cette technologie pour des choses qui sont un petit peu plus utiles? Alors sans doute que peut-être que le sujet de la fourchette connectée est mal choisi, parce que peut-être qu'il y a un intérêt médical à la fourchette connectée, je ne connais pas assez le sujet, mais sans doute que à choisir entre produire certains objets connectés et produire des scanners ou des IRM, ça a peut-être un peu plus de sens d'aller produire le deuxième, quoi. Ouais. Alors du coup, Raphaël, sur justement ce qu'évoque Sylvain sur cette notion de qu'on va atteindre les limites de ce qu'on peut réellement optimiser, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il faudra compenser autrement la surconsommation que peuvent représenter tous les sujets IT? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Quand tu parles d'optimisation, tu parles de quoi exactement? Non, donc du coup, Sylvain nous expliquait que tout ce qu'on peut optimiser aujourd'hui, il y a un moment, on va atteindre des limites de ce qu'on est capable d'optimiser. C'est ça, j'ai bien compris, Sylvain, sur ce que tu disais. Oui, alors non seulement on atteint les limites de ce qu'on peut optimiser, et puis au final, l'optimisation amène souvent à une surconsommation, contrairement à ce qui est le but premier, qui serait de réduire la consommation. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que, du coup, face à toutes ces optimisations, est-ce qu'on va pas, du coup, juste à un moment arriver à... tu sais, on le voit beaucoup quand tu prends un billet d'avion, on te propose de compenser ton billet d'avion en achetant, je sais pas, en finançant une parcelle de terrain. Voilà, tu achètes un droit à polluer, au final. Oui. Est-ce qu'au final, c'est pas ça notre seule perspective de salut dans la tech, c'est de compenser dans un autre domaine complètement tout ce qu'on peut... Alors, c'est malheureusement un petit peu ce que font les GAFAM. Parce que, alors on pousse la mutualisation parce que économiquement, ils ont un intérêt à mutualiser leurs ressources et du coup à avoir moins d'impact environnemental. Mais c'est un peu la limite de leur approche, c'est que alors tous les GAFAM ont des engagements pour utiliser au maximum de l'électricité issue de sources renouvelables. Ils compensent leurs émissions en plantant des forêts, en finançant les puits de carbone. Mais par contre, il n'y a pas de réflexion sur est-ce qu'on fait baisser les usages, est-ce qu'on fait baisser notre consommation de ressources, comment on met de la sobriété dans tout ça. Pas de réflexion non plus sur à quoi servent, à quelques exceptions près, comme les énergies fossiles. Il n'y a pas beaucoup de réflexion sur à quoi servent nos serveurs, à quels sont nos clients. Et donc, du coup, en fait, il y a quelque part un côté, on paye pour être tranquille. C'est-à-dire qu'on achète des forêts, on achète du renouvelable, et après, on continue pareil. Ce que disait Sylvain, c'est qu'on peut optimiser, et c'est super d'optimiser, mais ça ne suffit pas si, à côté de ça, on n'a pas une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait avec ce numérique pour pouvoir avoir besoin de moins de numérique et faire durer plus longtemps, puisque, comme il avait commencé à le dire aussi, on va avoir des pénuries de matières premières, mais ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le gouvernement français, à travers l'ADEME et France Stratégie, à travers le ministère de la Transition écologique. C'est aussi l'Agence internationale de l'énergie, la Commission européenne, l'ONU. Donc, tous ces gens sérieux nous disent qu'on va avoir des pénuries de matières premières, et on en a déjà.
on a déjà une pénurie de semi-conducteurs. Et le silicium, c'est pas rare, hein. Et donc, quand on va parler du cuivre, du cuivre, de l'or ou d'autres choses qui sont plus rares et qui vont manquer, et qu'on se dira, mais est-ce qu'on fabrique une fourchette connectée ou une salière connectée, ou est-ce qu'on fabrique une IRM? La question va vraiment se poser dans les décennies qui viennent, en fait. Et donc, de là, se dire, repenser à tous les smartphones qu'on a balancés parce qu'il y en avait un nouveau qui était sorti, ben là, on va se dire, merde, c'est vraiment dommage d'avoir balancé toutes ces matières premières. Ouais. Donc, c'est là la question. Et donc, le côté on paye pour se donner une bonne conscience, effectivement, ben, je pense on s'est tous dit, bon, bah, je vais financer la compensation carbone, ça va être utile parce que j'ai une empreinte incompressible. En fait, tout ce qu'on fait a un impact, hein, quel que soit ce qu'on achète, quel que soit ce qu'on consomme, ce qu'on a comme activité, c'est un impact environnemental. Donc, on a envie de compenser, mais la meilleure des choses, c'est de ne pas avoir d'impact à la base. Donc, l'usage le plus propre, c'est celui qui n'existe pas, en fait, qu'on a évité. C'est effectivement une phrase qui revient souvent, ça. C'est ce que Benoît disait aussi. Je crois qu'il disait que la meilleure feature, c'est celle qu'on code pas. Je crois que Frédéric nous disait aussi que la meilleure ligne de code, c'est celle qu'on n'écrit pas. Il y a effectivement cette notion dans la sobriété, c'est qu'en fait, il faut vraiment se poser la question avant même de commencer, est-ce que ça a de la valeur au final de faire la chose, de créer cette feature, de créer cette ligne de code ou pas. Et du coup, dans cette même logique de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas, je pense que Sylvain, tu pourrais peut-être nous éclairer là-dessus, sur le fait que quand tu as déjà une application qui existe, avant de se lancer dans la moindre optimisation, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser en fait. Ouais, tout à fait. Je crois que c'était Lord Kelvin qui disait on peut améliorer que ce qu'on mesure. Et donc souvent, un des problèmes concrets face auxquels se retrouvent les équipes de réalisation quand elles veulent commencer à faire de l'amélioration de leur logiciel, et notamment d'un point de vue impact environnemental, c'est par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, et finalement ce qu'on fait, est-ce que vraiment ça nous permet de nous améliorer. Et donc ce qui va être important, ça va être d'être capable de s'approprier des outils de mesure qui vont permettre aux équipes d'évaluer. Alors, évaluer l'impact environnemental d'un logiciel, c'est très compliqué. On parle en fait plutôt d'évaluation des impacts d'un service numérique, parce que le logiciel en tant que tel, il n'a pas d'impact. C'est le fait qu'il soit utilisé sur des périphériques et qui tournent sur des serveurs qui créent l'impact et qui créent des échanges réseau également. Néanmoins, on peut quand même extrapoler des choses par rapport à du logiciel. Et donc là, c'est un domaine sur lequel on commence à avoir de l'outillage qui émerge. Alors, notamment du côté du collectif Conception numérique responsable qui est lié à greenIT.fr. Alors, ça va essentiellement couvrir le monde du web et puis un petit peu à la marge le monde du mobile, comme EcoCode que citait Marjorie tout à l'heure. Mais on va avoir des outils qui vont commencer à permettre de faire de l'extrapolation d'impact environnemental d'un site web, notamment. Il faut bien prendre ça pour ce que c'est. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'extrapolation d'impact environnemental, on ne sort pas avec, par exemple, un impact en équivalent carbone qui est très très fiable et qui est aggravé dans le marbre. Ça reste de l'extrapolation. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est d'être capable de mesurer une tendance sur le logiciel. C'est-à-dire d'être capable de regarder si, au fil des commits, au fil des nouvelles fonctionnalités qu'on va ajouter, est-ce qu'on est plutôt en train de dégrader les indicateurs qui nous permettent de produire ce macro-indicateur environnemental, ou est-ce qu'on est plutôt en train de les améliorer? Et c'est pour ça que on commence à voir fleurir des projets. Nous, on a notamment travaillé sur un projet de ce type qui s'appelle PageIL, que vous pouvez trouver sur le GitHub de Zenica, qui va agréger des outils qui permettent de produire des indicateurs de ce type-là et permettre d'utiliser ces outils-là dans un contexte d'intégration continue pour produire des dashboards qui vont permettre à une équipe de développement de voir si elle est ou pas en train de s'améliorer sur les impacts, ou au moins sur les indicateurs techniques qui permettent derrière d'extrapoler un impact environnemental. Ok, canon.
Oui, je pense qu'il y a effectivement une importance de suivi de l'impact qu'on peut avoir. C'est effectivement primordial. C'est comme ça que tu peux mesurer en fait. Enfin, ça motive aussi les gens en fait au final à bosser là-dessus. Et du coup, justement, sur cet aspect motivation, Marjorie, est-ce que tu vois, on a parlé tout à l'heure de réussir à embarquer les gens. Tout à l'heure, Sylvain nous le disait sur le fait que peut-être pas forcément de tourner les choses de manière trop pesante sur le fait que ça peut être un sujet, et c'est un constat qui est quand même assez lourd. Quand tu dois embarquer, que ce soit aussi bien les équipes que même parfois la direction, pour les motiver sur ces sujets-là, est-ce qu'il y a d'autres effets de bord, on va dire, ou d'autres conséquences de ces pratiques-là qui peuvent être bonnes à mettre en avant? Alors, en tête comme ça rapidement, on a l'accessibilité, mais ça, donc il a déjà pas mal parlé dans l'épisode 178, si je me trompe pas. Mhm. Donc, voilà. Donc, du coup, allez voir l'épisode 178 ou réécouter l'épisode 178 pour avoir pas mal de détails là-dessus. On a aussi toutes les questions SEO, en fait. Si je ne me trompe pas, Google commence à prendre en compte des notations des pratiques d'éco-conception dans sa notation SEO. Donc, ça veut dire que le site arrivera plus haut. Il est possible aussi alors on est dans une société d'image et du coup il y a il y a quelques labels. Raphaël parlait du fait qu'il y a des entreprises qui demandent à ce que les autres entreprises pour travailler avec elles aient des pratiques d'éco-conception, mais il y a aussi finalement des labels et les utilisateurs qui recherchent ces éléments-là. Donc, ça permet alors, je ne parle pas de faire du greenwashing, de dire, voilà, on fait ça, et puis en fait, rien du tout, mais il y a des labels comme le label INR, avec différents niveaux qui permettent de mettre en évidence le fait que, oui, on a fait des pratiques, on les applique, que ce n'est pas que sur nos sites, mais c'est aussi en interne dans notre entreprise. Donc, c'est plus global. C'est aussi ça. Donc, c'est aussi l'image de marque de l'entreprise, c'est l'image de recrutement. Donc, je pense que tes écouteurs sont principalement des devs ou des personnes qui travaillent dans le milieu du numérique. On sait tous que c'est compliqué de trouver des devs, et alors des bons devs et des personnes enthousiastes, des personnes qui c'est de plus en plus difficile. Et ça fait aussi partie des atouts, en fait, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent du sens à leur métier, qui sont dans les métiers du numérique, ils ne veulent pas en changer, mais en même temps, ils veulent, un peu comme nous, on a fait, comme Sylvain en parlait, et comme on essaye de faire chez Zenica, quand même, de commencer à faire un lien entre ça. Et du coup, il y a des gens qui vont chercher s'ils changent de boîte, qu'au moins leur nouvelle action ait du sens. Et la nouvelle génération, on entend tous... je pense qu'on a tous vu les différents talks les interventions des étudiants, des mines, de Polytech et même d'HEC, disant que maintenant c'est des sujets, l'environnement qui veulent intégrer dès le début dans leur travail. Donc c'est vrai que dans une entreprise, déjà ces 3 sujets sont assez intéressants à porter. Et puis, si on applique bien les choses, qu'on gère bien notre cloud, ça va nous coûter moins cher. Hein. À un moment ou à un autre aussi, on a toutes les questions qui FinOps qu'on n'a pas forcément abordées là-dessus, mais c'est de l'argent derrière. Le fait de maintenir nos ordinateurs plus longtemps, c'est aussi des investissements qu'on n'a pas à faire plus dans l'entreprise. Donc, voilà. Il y a un moment, c'est aussi cet argument-là qui peut être utilisé. Ouais. Le FinOps, on en a parlé dans l'épisode 146, donc je vous invite, si vous en avez envie, d'aller retrouver cet épisode 146 où on parle donc effectivement du FinOps et de comment est-ce qu'en fait le FinOps s'inscrit dans une démarche aussi de GreenOps. Quand on parle justement de pratiques, on l'évoquait tout à l'heure, le fait que au final tout ça c'est un ensemble de bonnes pratiques. Il s'avère que récemment j'ai fait un épisode, le 177, où on parlait de Craft, qui est aussi un ensemble qui est une communauté autour de bonnes pratiques.
Raphaël, sur ce sujet du craft, est-ce que le green, du coup, ça fait partie des pratiques de base du craft? Et si c'est pas le cas, comment se fait-ce? Comment ça fait? Alors, de base, non. En fait, alors j'ai écouté l'épisode avec Cyril Martret il n'y a pas longtemps en faisant du sport. C'était un très bon épisode d'ailleurs. C'est un très bon orateur, Cyril. Et en fait, le craft de base, c'est une philosophie, une éthique du travail, en fait, qui est de se dire, je suis un artisan, je suis un professionnel qui veut faire un beau produit pour mon client, et du coup, je veux faire le meilleur produit logiciel possible pour mon client. Donc, je veux pas seulement que ça réponde à son besoin, mais que ça soit bien fait. Et pour que ça soit bien fait, il y a des moyens de bien faire qui sont des pratiques comme TDD, DDD, comme les tests unitaires, les notions de clean code et tout ça, tout ce qui est porté par les communautés craft dans les différents pays. Et il y a aussi dans cette communauté du software craftsmanship un côté partage des connaissances, donc avec la métaphore de l'artisanat qui est le compagnonnage, etc., mais qui est en fait, on apprend des choses parce qu'on veut devenir meilleur pour faire des plus beaux produits, et on partage ces choses avec nos collègues. Et en fait, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que cette philosophie du travail, en fait, elle permet d'accepter d'apprendre n'importe quel sujet, d'apprendre des choses tout le temps. En fait, ça fait partie de la routine d'apprendre des choses tout le temps et de les partager tout le temps. Et donc, n'importe quel nouveau sujet qui est important peut être pris en compte par des professionnels qui sont dans cette optique de travail-là, et il peut être déployé auprès de leur communauté assez rapidement. Alors, ça peut être l'éco-conception, pas forcément, mais ça peut être l'éco-conception. Et du coup, tout ce dont on parle, les 115 bonnes pratiques, par exemple des co-conceptions web de greenIT.fr, ou les différentes choses dont on a parlé aujourd'hui et dans les autres épisodes dédiés au sujet, ça peut être des choses qui sont apprises par une communauté craft en France ou ailleurs, et partagées rapidement, et d'autant plus qu'il y a des valeurs partagées de respect, de simplicité, de faire quelque chose qui va à l'essentiel et qui répond à un besoin de façon qualitative, en fait. Et d'ailleurs, il y a des choses qui convergent dans les pratiques aussi, puisque quand on parle de bien faire, on parle souvent de faire efficace et de faire des choses de qualité, finalement. Et donc, pour moi, il y a une convergence. Et d'ailleurs, on a avec Marjorie une conférence là-dessus, qui parle des convergences entre l'éco-conception, l'agilité et le craftsmanship, et qu'on détaille pendant 45 minutes, qu'on a déjà porté plusieurs fois et qu'on va redonner à Agile Grenoble la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Canon. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous pour ce partage d'expérience. On mettra bien évidemment un lien vers votre livre pour qu'on puisse se le procurer directement. J'aurais une dernière question pour vous, qui est la question rituelle du podcast FTDD, à savoir est-ce que vous êtes plutôt espace ou tabulation? Et on va commencer du coup par Raphaël. J'ai déjà répondu à la question parce que je suis déjà venu. Et oui. Et j'ai un peu l'impression que, à part pour quelques langages comme le Python qui ont gardé les tabulations, en fait, alors je vais détailler la réponse que j'ai fait la dernière fois, qui était les espaces ont gagné. En fait, les espaces ont gagné parce que la tabulation n'est pas pareille partout. Selon la configuration de l'éditeur, elle peut faire 2, 4 ou 8 espaces ou autre, alors que l'espace peut être toujours un espace. Et du coup, c'est pour ça que l'espace a gagné la plupart du temps, puisqu'on garde le même layout partout, avec des espaces. Alors, je me permets juste de répondre, mais il me semble que dans les critères d'accessibilité, si dans ton équipe de développeurs, tu as des développeurs qui sont en situation de handicap, et donc notamment de handicap visuel, la tabulation est préférable pour eux et leurs éditeurs, leurs IDE spécifiques, qui ont du coup plus de facilité à convertir les tabulations que les espaces. Alors peut-être, j'ai jamais travaillé avec un développeur qui avait ce besoin-là, donc c'est possible. Je n'ai pas eu cette info jusqu'ici, mais je te crois. Marjorie, plutôt espace ou tabulation? Alors moi, la dernière fois que j'ai codé, c'était de l'ADA, donc je peux dire que c'est de la tabulation. Et puis de toute façon, pour me déplacer dans les formulaires, ça sera toujours avec une tabulation. Hop. Et du coup, Sylvain, pour terminer, plutôt espace ou tabulation? Je suis plutôt team espace, moi. Plutôt team espace. Eh bah top. Merci beaucoup et merci à tous.
Et merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a donné toutes les clés pour travailler sur ces sujets d'éco-conception, sur cette conduite du changement principalement. Je vous invite bien évidemment à aller retrouver ce livre et pour en trouver toutes les informations, que ce soit sur la conduite du changement, mais aussi de manière plus globale sur l'éco-conception. Ce sont bien évidemment des sujets importants sur lesquels il faut tous se pencher. Avant de terminer, j'aimerais pouvoir remercier Stéphane pour son tweet sur l'épisode avec Olivier Coche, qui était effectivement un épisode passionnant sur l'intelligence artificielle et le machine learning à très grande échelle. Il a fait un super tweet qui le dit très bien, qu'on a eu effectivement une masterclass d'Olivier dans cet épisode. Donc merci beaucoup Stéphane pour cette mention sur Twitter, et merci à The Frenchy Code et Exploit Shadow sur TikTok pour leurs commentaires et leurs récentes mentions sur leurs vidéos. Donc merci à tous de comme ça de partager ce podcast autour de vous. C'est top, ça fait chaud au cœur, et c'est ce qui me permet de faire de super épisodes comme celui d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup, continuez, voilà, c'est top. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.